Thank you, ladies and gentlemen. I'm very glad to welcome my good Je friend, suis ravie President de pouvoir Sarkozy, to accueillir ici London mon once cher again. ami, He président is Sarkozy, a great une fois de leader, plus a good à friend to Londres. me, and C'est also un a good grand friend chef to me d'État, c'est un personally. très bon ami de We've had notre some very pays good et discussions de moi personnellement. on Europe. Nous avons eu de We've très bons agreed on the entretiens need sur for l'Europe. the Nous EU nous sommes mis to d'accord exercise sur la real nécessité pour l'Union européenne d'exercer une budget responsabilité over the réelle en matière de G20, budget dans les années à venir. we Sur le look forward to the G20, summit in Seoul, nous attendons avec intérêt le sommet de Séoul et la nécessité de parler des priorités pour l'année prochaine. Je suis sûre, sous la présidence de Nicolas, je suis que ce sera un grand succès. En ce qui concerne le point central de l'immigration, nous sommes d'accord sur des mesures pour renforcer la coopération déjà excellente que nous avons en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Et nous avons également parlé de la candidature 2018 pour la Coupe du Monde de l'Angleterre à laquelle je tiens beaucoup. Mais l'essentiel dont nous avons parlé, c'est notre coopération future en matière de défense et de sécurité. Et c'est sur quoi j'aimerais concentrer mes propos aujourd'hui. Les événements des dernières 72 heures nous ont rappelé que nos sociétés et notre sécurité n'ont jamais été plus imbriquées les unes dans les autres. Et quand la menace terrorisme, du cyberespace, de la prolifération nucléaire franchissent les frontières, notre réaction doit également être transfrontalière. Donc la coopération plus étroite entre les partenaires et les alliés doit se faire. Nos experts doivent travailler de main dans la main vis-à-vis du Yémen. Nos spécialistes en matière de transport doivent rapprocher leurs informations. Les terroristes pensent que nos sociétés sont ouvertes et que nous sommes ouverts sur le monde et connectés, que c'est une faiblesse. Ils se trompent. Nicolas et moi-même sommes déterminés et résolus à montrer que c'est au contraire la source de notre force, de notre solidarité et de notre force contre le terrorisme, qui nous fera gagner contre le terrorisme. Nous ouvrons ainsi un nouveau chapitre dans les relations en matière de sécurité et de défense entre la Grande-Bretagne et la France. Nous avons signé 2 traités, l'un engageant nos forces de premier rang à travailler plus étroitement que jamais et l'autre sur la coopération en matière de sûreté nucléaire. Le résultat sera que nos citoyens seront dans une plus grande sécurité, dans une plus grande sûreté et seront mieux protégés dans cette ère d'incertitude que nous connaissons. Cela nous aidera également à maintenir et renforcer nos défenses à un moment où l'austérité budgétaire est de mise. Je voudrais tout d'abord rejeter un certain nombre d'idées reçues ou de mythes. Ce n'est pas, comme on le suggère, le fait de diminuer la souveraineté française ou britannique. Il ne s'agit pas d'une armée européenne. Il ne s'agit pas de partager la dissuasion nucléaire que nous avons. Je le dis très franchement, la Grande-Bretagne et la France sont et resteront toujours des nations souveraines, capables de déployer leurs propres forces armées de façon indépendante et selon notre intérêt national au moment où nous l'estimons bon. Mais n'oublions pas non plus que les seuls moments où les forces britanniques ont été déployées de façon unique au cours des 30 dernières années a été en Sierra Leone et dans les Malouines. L'essentiel des opérations, la Bosnie, le Kosovo et l'Afghanistan notamment, ont été conduites ensemble, conjointement avec nos alliés. Donc, je vous dirai ce que contient ce traité franco-britannique sur la défense. Il s'agit de défendre nos intérêts nationaux. Il s'agit de coopération pratique et bien comprise entre nos pays. Il s'agit de répartir et de partager les coûts de développement, de soutien, d'éviter le double emploi, de coordonner la logistique, d'ajuster les programmes. Si nous faisons tout cela, dans ce cas, nous pourrons étendre notre souveraineté en matière de capacité, mais à un moment d'austérité budgétaire. La France et la Grande-Bretagne sont des partenaires naturels. Nous sommes 4e et 5e dans le monde en matière de dépenses de défense et nous avons des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons la volonté et la capacité tous les deux de jouer notre rôle sur la scène mondiale. Le président Sarkozy a montré le sens de leadership en ramenant la France dans le giron de l'OTAN et je l'en félicite. Et c'est une autre raison pour laquelle la France est de façon logique, pratique et évidente un partenaire naturel pour la Grande-Bretagne en matière de défense. Vous pourrez prendre connaissance des détails en prenant connaissance du traité. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la fin d'un processus. Mais j'aimerais mettre en exergue un certain nombre de choses précises. Premièrement, nous allons créer un groupe conjoint, une force expéditionnaire commune
interarmées. Il s'agit de se déployer rapidement sur des opérations conjointes si nous le souhaitons, mais nous gardons la capacité de nous déployer séparément. Deuxièmement, nous allons coopérer en matière de porte-avions. Le dernier gouvernement a commandé des porte-avions qui ne pourront fonctionner facilement avec nos partenaires, la France et les États-Unis. C'était de la folie. Du fait de la décision que nous avons prise, nous allons adapter notre capacité de porte-avions pour pouvoir opérer avec la France et les États-Unis. Et au moment où arrivera le nouveau porte-avions en fin de décennie, nous aurons la capacité de déployer des forces intégrées, forces aéronavales d'attaque intégrées franco-britanniques. De sorte, il y aura toujours un porte-avions qui sera disponible pour des opérations. Troisièmement, coopérer en matière d'équipement. Nous allons travailler ensemble sur l'achat de l'A400M, avion de transport, et nous allons partager notre soutien en matière de logistique. Il y aura également les drones et les technologies en matière de cybersécurité. Quatrièmement, alors que nous allons toujours garder une dissuasion nucléaire indépendante, il nous faut rechercher des efficacités dans l'infrastructure nécessaire pour développer et pour soutenir notre dissuasion mutuelle. Donc, plutôt que nous fassions la même chose de façon séparée, effort qui est coûteux pour la sécurité de nos moyens, nous allons partager nos connaissances, nos expertises et de cette façon économiser des millions de livres. Notre histoire est commune avec 2 guerres mondiales. Nos troupes courageuses se battent tous les jours aux côtés les unes des autres en Afghanistan. Je conclus en disant qu'il s'agit d'un traité qui est fondé sur le pragmatisme, pas seulement les sentiments. Et je remercie Nicolas d'avoir avec moi pris ces décisions courageuses et importantes qui, à mon avis, feront que nos nations souveraines seront plus sûres. Je vous remercie. Merci David. À mon tour de dire combien la délégation française et moi-même sommes heureux d'être les invités de nos amis anglais, combien nous voulons travailler main dans la main avec vous et combien nous admirons le courage et la vision de David Cameron et de son gouvernement. Toutes les conditions sont réunies pour une relation absolument exceptionnelle entre la Grande-Bretagne et la France. 2 membres permanents du Conseil de sécurité, 2 puissances nucléaires, 2 industries de défense performantes, et à eux 2, Anglais et Français, nous représentons la moitié du budget de défense de toute l'Europe. L'évidence de la collaboration, de l'amitié et de la confiance entre nous s'impose. Nous avons décidé de lancer une coopération nucléaire militaire. C'est une décision sans précédent. C'est un niveau de confiance entre nos 2 nations jamais égalé dans l'histoire. Nous allons donc partager une installation de simulation en France liée à nos dissuasions nucléaires et un centre de recherche associé. Nous avons signé un traité de défense qui va nous permettre de mettre en place une force expéditionnaire commune qui pourra faire des opérations de haute intensité en cas de crise. Je remercie David Cameron d'avoir choisi de mettre des catapultes sur les porte-avions anglais. Cela va nous permettre, et c'est très important, de déployer un groupe aéronaval vraiment intégré autour de nos porte-avions. C'est une décision extrêmement importante de la part de nos amis anglais. Les drones, en dehors des petits drones tactiques, il n'y a aucun drone européen. Ça ne peut pas durer. Nous lançons aujourd'hui les travaux pour un futur drone de surveillance dans les 10 ans. L'industrie, nous allons unifier le secteur des missiles franco-britanniques avec de nouveaux programmes de missiles. La cyberdéfense, nous allons développer la coopération de cyberdéfense qui est un enjeu majeur. La liste est longue, qui va créer des interdépendances nouvelles, je l'assume, dans le respect de notre souveraineté,
Et vous savez, mes chers amis anglais, en France, la souveraineté est une question aussi cruciale qu'en Angleterre. Mais ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous ferons mieux. Ensemble, nous défendrons mieux les valeurs qui sont les nôtres. D'ailleurs, nous avons un point commun entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, c'est que nous considérons que l'effort de sécurité ne doit pas être relâché, quelles que soient par ailleurs les contraintes, dans le monde dangereux qui est le nôtre. J'ajoute qu'au moment où il est à la mode de dire que l'Europe connaît un certain rétrécissement stratégique, eh bien nous montrons, Anglais et Français, que ce n'est pas le cas. Alors, chacun d'entre nous a sa manière de parler de l'Europe, je la respecte, et c'est bien naturel. Mais quand même, l'Angleterre et la France, qui s'allient à ce point et qui mettent leur capacité au service de la défense d'une même politique, c'est un fait historique qui, de surcroît, va nous permettre de réaliser un certain nombre d'économies. Naturellement que si nous faisons ça, c'est parce que nous sommes d'accord sur les grandes questions de sécurité internationale. Nous irons au sommet de l'OTAN avec une vision partagée de l'avenir de l'Alliance. J'ai toujours défendu en France l'idée que la place de la France était d'être au cœur de l'OTAN, justement pour peser davantage, et que ça a permis de rapprocher cette décision, les Anglais et les Français, tant mieux. Qu'est-ce qu'on attend? D'être divisés? Qui gagnera quelque chose? L'Angleterre? La France? Certainement pas. Et nous avons des engagements communs, nous les assumerons ensemble. Je voudrais également, devant les ministres, Christine Lagarde, Hervé Morin, Bernard Kouchner, Éric Besson, me féliciter des autres domaines de collaboration, l'immigration. Ayant eu à gérer Sangatte comme ministre de l'Intérieur, je me réjouis que nous ayons décidé d'avoir des équipes communes pour lutter contre cet odieux trafic qui se fonde sur la misère humaine et qui amène à l'ouest de l'Europe tant d'immigrés aveuglés par des promesses faites par des véritables esclavagistes des temps modernes. Je veux dire également combien j'ai été heureux de notre collaboration, cher David, le week-end dernier avec Angela Merkel sur le budget 2011 européen. Enfin, qui pouvait comprendre, mais qui pouvait comprendre que nous soyons amenés à stabiliser nos budgets, voire à les réduire, qu'on parte à Bruxelles et qu'on décide de voter une augmentation de 6% du budget. Et quand David nous a saisis de cette question, mais c'est immédiatement que nous avons dit, mais bien sûr, c'est l'évidence. Et puis, j'attache beaucoup de prix à la collaboration que nous aurons avec David Cameron dans le cadre de la présidence française du G20 et de la présidence française du G8. Nous comptons associer la Grande-Bretagne à nos travaux, à nos initiatives, travailler main dans la main, convaincus que nous sommes tous les deux qu'à l'aube de ce XXIe siècle, il faut de nouvelles idées et qu'on ne résoudra pas les problèmes du XXIe siècle avec les idées du XXe, qu'on les résoudra avec les idées du XXIe, qu'il faut provoquer ces changements, qu'il faut conduire ces changements, qu'il faut une vision et qu'il faut une grande ambition. Eh bien, aujourd'hui, je suis très heureux, avec le Premier ministre britannique, de pouvoir dire que, contrairement aux apparences, les montres de la France et de l'Angleterre marquent strictement la même heure. Je vous remercie. Merci. Je crois que Nick Robinson pose la première question. Merci, je viens de BBC News. Monsieur le Président, imaginez une situation où la Grande-Bretagne connaît une crise
par exemple dans l'Atlantique Sud, et le Premier ministre vous appelle et vous dit « Est-ce que je peux utiliser votre porte-avions ?» Les premiers ministres, imaginez que ce soit la même chose avec une crise dans un pays africain pour la France et on vous fait la même demande. Que répondez-vous? Monsieur le Président, vous avez évoqué la question du budget européen. Vous êtes côte à côte aujourd'hui. Est-ce que vous ferez le même pour soutenir la demande de réduction de la contribution britannique? Vous voulez commencer? Merci. Nous n'allons engager des forces ensemble que si nous sommes d'accord sur la mission. Mais l'idée d'avoir des forces qui sont formées et qui exercent ensemble, c'est une très bonne idée car il y a beaucoup d'endroits du monde où nous travaillons ensemble. Par exemple, l'Afghanistan, par exemple, dans les Balkans. Nous nous soutenons au Proche-Orient, par exemple. Donc je crois qu'il y a bien des occasions de coopération. Mais de toute façon, cela ne se ferait que s'il y avait accord politique pour que cela se fasse. Mais ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que les deux plus gros budgets de la défense en Europe comprennent que si on se regroupe, si on se travaille ensemble, on peut non seulement accroître notre capacité conjointe, mais on peut également accroître notre propre capacité souveraine pour faire en sorte à pouvoir plus faire aussi bien tout seul qu'ensemble. Nicolas? Mais, si j'ai bien compris votre question, si le Premier ministre britannique, le gouvernement britannique, décidait d'envoyer son porte-avions, imaginez la gravité de la crise pour envoyer le porte-avions. Est-ce que vous pensez franchement que nos amis anglais pourraient être confrontés à une crise aussi importante que celle qui consiste à envoyer un porte-avions sans que la France ne se sente concernée? Quelle idée avez-vous de la France? Imaginez à l'inverse que le gouvernement français décide d'envoyer un porte-avions français parce qu'il y a une crise majeure. Ça ne concernerait pas les Anglais? On ne vit pas dans le même monde? Nous ne sommes pas des alliés? Est-ce que vous pensez que j'imagine qu'un grand pays démocratique comme la Grande-Bretagne est capable d'avoir un gouvernement qui, pour s'amuser, envoie un porte-avions? Je pourrais fuir votre question en disant on verrait, on analyserait. Non, non, non. Il faut bien que vous compreniez une chose. Il y a certainement des tas de dossiers qui nous différencient, nous ne sommes pas les mêmes, et je sais bien qu'il y a le channel entre nous deux. Mais nos valeurs sont les mêmes. Nos intérêts sont partagés. J'ai toute ma vie politique plaidé pour un rapprochement entre Londres et Paris. Ça a été une constance de mon engagement depuis que je me suis engagé dans la politique, ce qui ne veut en rien dire que j'oublie l'axe Paris-Berlin, et je me réjouis que le Premier ministre David Cameron ait invité Mme Merkel à Chequers. Mais donc, si vous étiez, vous, mes amis anglais, confrontés à une crise majeure, la France peut être dans son coin, se laver les mains et considérer que ça ne la concerne pas. Mais ma première réaction serait d'essayer de comprendre pourquoi des alliés aussi proches se trouvent dans une crise aussi grave et de voir comment je pourrais les aider. Ça n'empêche rien que la décision du gouvernement anglais sera parfaitement souveraine et que la décision du gouvernement français soit parfaitement souveraine. Mais souveraineté ne veut pas dire isolement. Quand on est isolé, on n'est plus souverain, on est fragile. Voilà. Si vous voulez me faire dire qu'il y a des amitiés entre la France et l'Angleterre, oui, je confirme. Si c'était le sens de votre question, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors ensuite, j'ai cru qu'il y avait une toute petite question un peu perfide. Tout petit peu. Bon, David Cameron et moi, nous sommes d'accord pour que le budget global européen soit limité dans son augmentation. Bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est absolument d'accord sur tous les chapitres à l'intérieur? C'était ça la question? Non, on a des discussions, on en a même parlé. Mais on s'est mis d'accord sur une chose, c'est de parler des problèmes pour trouver des solutions ensemble et vous les présenter ensemble. Voilà. Je sais parfaitement que la politique agricole commune n'est pas l'élément le plus populaire en Grande-Bretagne. Et je vais vous faire une confidence. Le chèque britannique n'est pas l'élément qui pousse spontanément le peuple français vers l'Angleterre. Voilà. Hein? Raison de plus pour qu'on en parle. En alliés, en amis, en personnes responsables. Je vois bien les lignes rouges
de M. Cameron, il voit bien les lignes rouges du gouvernement français. Eh bien, c'est à l'intérieur de ça, on a décidé de parler de ça, et au lieu d'en faire des éléments d'opposition, de se comprendre et de proposer des solutions communes. Est-ce que ce n'est pas l'intérêt de la Grande-Bretagne comme l'intérêt de la France? Ben, c'est ça que nous avons décidé. Merci de m'avoir permis de le préciser. We have a question for the French President, I think, Figueroa. Ah, thank you. En fait, comme nous, mettez-vous d'accord. C'est une question à l'adresse du Premier ministre. À quel sens, à votre avis, ce choix pragmatique va-t-il avoir un impact d'abord sur la relation que vous avez avec Washington et deuxièmement, dans quelle mesure cela va-t-il affecter ou changer la vision britannique de la défense européenne? En ce qui concerne la relation que nous avons avec Washington, qui est une relation bien sûr très forte, une relation bien particulière, Washington souhaite que des pays européens comme la France, comme la Grande-Bretagne se rapprochent et partagent leurs ressources en termes de défense pour que nous ayons de plus grandes capacités en matière de défense. Souvent, les Américains et d'autres partenaires de l'OTAN agissent ensemble pour essayer d'utiliser de façon rationnelle les ressources, formations, etc. Donc, je crois que cela sera très bien accueilli à Washington. Maintenant, en ce qui concerne la défense européenne, on connaît notre point de vue. Pour nous, l'OTAN est l'organisation la plus importante pour garantir la sécurité et la sûreté. Nous applaudissons la décision qu'a prise la France de revenir dans le giron de l'OTAN, mais je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de reconnaître ce que peuvent faire la Grande-Bretagne et la France ensemble quand elles décident d'agir en France, mais en même temps comprendre que cela améliore nos capacités individuelles. Donc, il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur un petit nombre de choses, un petit projet de formation ici, une petite coopération pour des drones là. C'est un menu beaucoup plus large qui va des choses les plus difficiles, coopération nucléaire, la chose la plus sensible sur laquelle on puisse décider de coopérer entre nations, jusqu'à la question de savoir comment on peut avoir des logistiques, des systèmes de commande conjoints en matière de logistique pour des avions. Et donc, nous avons décidé de faire quelque chose qui va loin et qui est radical. La question m'était destinée, n'est-ce pas? Alors, je crois que nous passons peut-être à la question suivante. Quelqu'un de ITV, chaîne de télévision ITV. On nous dit que c'est un traité pour les 50 années à venir, mais il est difficile d'avoir un horizon qui va au-delà de 5 ans. Êtes-vous sûr de pouvoir faire confiance aux Français, aux traités et aux événements pour les 50 ans à venir? C'est une question que je pose maintenant au Président. De quelle façon ce traité rend-il la France et la Grande-Bretagne vraiment compétitifs, concurrentiels par rapport à l'Amérique? On aura 2 porte-avions, ils en ont 13. Est-ce qu'on fait vraiment le poids? Écoutez, en ce qui concerne la coopération nucléaire, je crois qu'on peut voir vraiment les intérêts communs entre nos 2 pays. Nous avons des forces de décision nucléaire indépendantes que nous considérons comme très importante. C'est le garant ultime de notre sécurité. C'est vraiment la politique d'assurance ultime. Mais pour un pays, des pays de notre taille, de la taille des nôtres, c'est un engagement financier, un poids financier considérable pour les 10, 20, 50 années à venir. Et la dissuasion nucléaire exige que l'on programme, que l'on planifie 10 ans, 20 ans à l'avance. Nous le faisons en Angleterre et plus nous pouvons faire pour partager, pour assumer ensemble les coûts de notre dissuasion nucléaire avec nos alliés français, c'est dans notre intérêt. Donc nous allons construire cette installation en France qui sera gérée conjointement et il y aura également une installation à Aldermaston dans ce sens. Et pour moi, c'est l'exemple parfait. C'est vrai, c'est une étape qui va loin car il s'agit de renforcer la coopération, mais cela a également un impact très important sur les coûts de quelque chose qui est très important, qui nous est cher à tous les deux, la discussion nucléaire, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir également. Vous vous posez la question de savoir si on peut faire confiance aux Français pour les 50 ans qui viennent.
commencer par les 5 premières années, c'est les seules qui coûtent, après vous verrez. Mais s'agissant du nucléaire, on est bien obligé de voir, et David Cameron et moi-même, au-delà des limites démocratiques de nos gouvernements. On doit bien s'inscrire dans une durée. Vous imaginez ce que représentent les investissements dans le nucléaire? Il y a des permanences, quelle que soit l'opposition, la majorité, la gauche, la droite, les libéraux, il y a des permanences. Si on ne peut raisonner, réfléchir qu'au terme de son propre mandat, alors où est la vision? Si le général de Gaulle avait réagi comme ça, on n'aurait pas le programme nucléaire en France non plus. Donc forcément, on s'est mis au-dessus des alternances et des contingences politiques, pariant sur le bon sens. La France et la Grande-Bretagne sont voisines et ne changeront pas d'adresse. Et quels que soient les avis politiques de ceux qui nous succéderont, ils seront confrontés à la réalité suivante: la Grande-Bretagne est le plus proche voisin de la France. C'est une réalité. Vraiment, vous dites les Américains ont plus de porte-avions que vous pourriez dire les Russes aussi. Enfin, nous sommes les seuls en Europe à avoir des porte-avions anglais et français. Et est-ce qu'il n'est pas intelligent, pendant qu'il y a un porte-avions anglais sur l'Atlantique, qu'il y ait un porte-avions français sur la Méditerranée? La Grande-Bretagne n'a donc pas d'intérêt en Méditerranée? Et la France n'en a pas en Atlantique? Est-ce que vous ne voyez pas l'évidence du travail en commun? Faut-il absolument que pour toutes les crises, nous envoyons chacun notre groupe aéronaval en ignorant de ce que fait l'autre, pour être sûr que le contribuable anglais paye 2 fois et que le contribuable français paye 2 fois? Est-ce que vous pensez que sur un certain nombre de crises où on partage exactement la même analyse, il n'est pas logique qu'on envoie le même groupe aéronaval? Et quand des soldats français sont déployés quelque part, le fait de considérer qu'un porte-avions anglais, c'est un porte-avions allié auquel ils peuvent avoir accès, est-ce que ce n'est pas un avantage? Et vice-versa. Donc je suis persuadé que ce choix-là, personne ne reviendra dessus. Et enfin, dernier point, il ne s'agit pas de demander à M. Van Rompuy ou à M. Barroso de diriger l'armée anglaise ou de diriger l'armée française. Personne n'a cette idée. À qui viendrait d'ailleurs cette idée? Mais il s'agit que les 2 grandes puissances militaires européennes additionnent leurs efforts, complètent leurs efforts. C'est le bénéfice de la Grande-Bretagne, c'est le bénéfice de la France et c'est le bénéfice de l'Europe. Oui, c'est aussi le bénéfice de l'Europe. Parce que quand la Grande-Bretagne réussit, je vais vous dire une chose, c'est un succès pour l'Europe. Et quand la France réussit, c'est un succès pour l'Europe. Et moi, je viens avec plaisir ici pour le dire. Comme j'ai toujours été convaincu que l'Europe a profondément besoin de la Grande-Bretagne, et qu'il me soit permis de dire que je pense que la Grande-Bretagne a besoin de l'Europe comme la France a besoin de l'Europe. Ce credo-là, je l'ai toujours défendu. Et pourtant, je ne suis pas un technocrate, je ne suis pas favorable à la bureaucratie, et il peut m'arriver d'avoir des débats francs avec un certain nombre d'autorités européennes. Voilà ce que je pense, et c'est notre devoir d'agir comme ça. Je crois que c'est l'intérêt de tout le monde. That's true. We have a question from Reuters. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre évaluation de la menace terroriste pesant contre l'Europe, contre la France et la Grande-Bretagne aujourd'hui, après les événements et les différentes menaces qu'on a entendues ces derniers jours, provenant notamment d'Al-Qaïda? Et que faire pour enrayer cette menace si vous estimez qu'elle est en train de croître? Et puis plus particulièrement, Monsieur le Président, que pouvez-vous nous dire sur la lettre piégée qui vous était adressée? Et avez-vous eu récemment d'autres menaces de ce genre, lettres piégées ou autres adressées à votre personne? Well, we do think that the situation we face in terms of Nous pensons que la menace dont nous sommes l'objet en matière de menace terroriste est très grave. Nous faisons régulièrement le point sur notre état de veille. Nous n'avons pas l'intention de changer le niveau de menace que nous avons évalué à l'heure actuelle. C'est un niveau d'alerte très élevé. En ce qui concerne la menace, nous savons que nous devons travailler avec nos alliés pour la combattre à tous les niveaux. De même que nous opérons en Afghanistan pour éviter que ce pays ne devienne un sanctuaire
pour les terroristes. Nous travaillons également d'arrache-pied avec le gouvernement yéménite pour faire en sorte qu'Al-Qaïda n'ait pas de présence sur la péninsule arabe. Nous devons travailler à tous les niveaux, diplomatiques, de sécurité, en matière de sécurité de l'aviation également. Nous devons faire en sorte que les mécanismes nécessaires soient en place. Il s'agit de quelque chose à quoi il n'y a pas une seule réponse ou une seule riposte. Il nous faut avoir une riposte à tous les niveaux. Nous avons eu une très bonne réunion du Conseil des ministres ce matin. J'ai présidé la réunion du comité Cobra hier et avec la croissance économique, c'est également le sujet auquel je suis confrontée, auquel je pense tous les jours et nous devons véritablement avoir la riposte la plus robuste, la plus solide possible. Je n'ai aucun commentaire sur l'affaire des colis piégés. La police grecque et la police française communiquent très bien. Je n'ai rien à dire et je n'ai pas l'intention de faire de la publicité aux gens qui agissent ainsi. Sur la menace, comme l'a dit David Cameron, elle est extrêmement sérieuse. Notre vigilance est totale. Nous travaillons avec nos alliés, je dirais même pas au quotidien, mais heure par heure. Nous échangeons des informations, nous croisons nos renseignements et nous essayons d'harmoniser nos réponses. Je tiendrai moi-même une réunion des responsables de la sécurité demain, mercredi, à Paris. Je vous remercie. Thank you very much indeed. We will now go on another area where we can cooperate, which is lunch. Nous pouvons coopérer maintenant en matière de déjeuner.